Bonjour à tous. On va commencer, il est 9h31. Bon, j'espère que vous m'entendez bien avec le brouhaha. C'est pas le plus confortable. Alors, je suis Émilie Lebé-Thomas. À l'origine, je suis directrice d'hôpital en France et depuis 6 ans, j'habite à l'étranger. J'ai vécu aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et je travaille pour un organisme de formation qui s'appelle Dialogue Health et qui est spécialisé dans l'organisation de voyages d'études à l'étranger dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Donc on emmène des délégations de directeurs de différents types d'établissements, de services à la personne, d'hôpitaux, d'EHPAD dans d'autres pays pour découvrir le fonctionnement et avoir de nouvelles idées sur la manière de répondre aux problèmes que nous partageons tous. Ma mission aujourd'hui, c'est de faire avec vous un tour du monde, alors qui va être d'une part rapide et qui va être vraiment un survol parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de choses à voir. Des meilleures pratiques à adopter pour attirer et fidéliser vos salariés. Peut-être le premier élément que je voulais ajouter, c'est que personne n'a trouvé la solution miracle à la manière d'attirer, de retenir et d'avoir un nombre suffisant de professionnels dans le monde de la santé. Vous voyez sur cette slide des coupures de presse de plein de pays différents, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, Québec et Pays-Bas. Enfin, tous les pays rencontrent des difficultés. C'est pareil au Japon, en Asie. Donc cette pénurie de personnel soignant et dans le monde des soins à la personne est malheureusement une généralité partout. Comme je vous le disais, personne n'a trouvé la solution miracle. Par contre, beaucoup de monde essaie beaucoup de choses et du coup, il y a des idées à prendre pour essayer d'améliorer nos fonctionnements dans nos établissements et puis de faire notre possible pour avoir des personnels en nombre et motivés. Juste un autre élément de contexte, donc il y a vraiment un gros enjeu sur la notion de fidélisation. Vous voyez le graphique, en fait, c'est le nombre d'infirmières qui pensent à démissionner de leur travail dans l'année qui suit, donc dans 6 pays, France, Singapour, Royaume-Uni, Japon, États-Unis, Australie et Brésil. Et il y a à peu près un tiers des professionnels qui pensent à démissionner dans l'année qui vient. Donc c'est un enjeu majeur, d'autant plus complexe que les besoins en soins augmentent. Donc je ne vais pas vous redire comment, vous le savez aussi bien que moi, mais il y a un chiffre intéressant, c'est les Pays-Bas qui calculent que si leur offre de service est la même en 2050, vu l'augmentation du nombre de personnes âgées, il faudrait que 25% de la main-d'œuvre totale travaille dans le secteur du soin. Autant vous dire que pour trouver une personne sur 4 qui va travailler dans vos services, c'est un enjeu majeur. Donc ils sont en train de réorganiser pour essayer qu'il n'y ait pas besoin d'avoir autant de personnes, mais bon, ça reste quand même un élément important. Alors ce qu'on va faire pendant ma présentation, qui va durer à peu près 45 minutes, c'est de prendre des éléments, des bonnes pratiques. Alors ça va être un petit peu anecdotique, c'est des exemples de bonnes pratiques dans différents pays, avant le recrutement jusqu'à pendant toute la carrière. Et puis du coup, essayer d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles perspectives sur tout ce qui concerne les enjeux des ressources humaines dans le secteur du soin au sens large. Alors déjà, le premier élément, donc avant même que les personnes soient employées, c'est de retenir leur attention et de leur donner envie de travailler dans les structures. Je ne vais pas revenir sur le modèle de Buurtzorg parce qu'on m'a dit que ça avait été déjà abordé plusieurs fois dans le salon. Mais bon, pour vous dire, Buurtzorg, donc c'est une organisation de soins à domicile aux Pays-Bas qui est un modèle organisationnel unique, c'est-à-dire que les équipes sont autogérées, ils ont supprimé le niveau du management. Donc il n'y a plus de managers, c'est vraiment les équipes d'infirmiers qui s'auto-organisent sur des territoires, qui travaillent avec les médecins, qui recrutent elles-mêmes leurs collègues. Donc c'est un modèle sur lequel ils font beaucoup de communication, vous pourrez trouver des informations là-dessus. C'est pas de ça du coup dont je vais plus parler. Ils ont quand même réussi depuis 2008 à recruter plus de 10 000 infirmiers sur les Pays-Bas. Donc c'est vraiment un modèle qui fonctionne bien et qui est imité dans plein de pays.
Et alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une communication qui est décalée. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le passer, mais ils ont publié un clip parce qu'eux aussi, même s'ils ont beaucoup de succès, ils ont du mal à recruter. Et donc, ils ont créé un clip vidéo qui s'appelle en gros, c'est un peu vulgaire, mais abandonnez vos bullshit jobs, donc vos métiers qui n'ont pas de sens, les métiers, voilà, il y a pas mal de métiers qui sont un peu hors du soin, et du coup, venez vers des métiers qui ont du sens et venez rejoindre Buurtzorg et soigner les personnes à domicile, les personnes âgées. Donc, c'est possible, du coup, d'avoir cette approche un peu provocante de dire, voilà, tous les autres métiers, ils n'ont pas de sens, venez faire du soin, et là, au moins, vous saurez pourquoi vous vous levez le matin. Alors, un autre exemple, ça passe vraiment du coq à l'âne. Donc là, on est aux États-Unis, c'est la Mayo Clinic, c'est l'hôpital le plus connu au monde, qui est classé numéro 1 dans plein de classements. Et eux, en fait, ils misent sur l'excellence pour attirer et fidéliser leurs professionnels. Du coup, ils ont vraiment ce code vestimentaire. Donc, ils disent, tout le monde s'habille de manière professionnelle avec la chemise, la cravate, pour dire on est des équipes de haute qualité et dès notre apparence, dès la manière dont on se comporte, ça se voit. Du coup, ça va aussi avec un accent qui est mis sur la culture professionnelle. Donc, ils ont vraiment cette notion, le patient vient en premier, on travaille en équipe. Et en mettant en place ces standards, en fait, ils arrivent à ce que chacun se sente responsable d'être à la hauteur de cette excellence et de cette marque de fabrique. Un élément qui est très intéressant sur la manière dont ils recrutent à la Mayo Clinic, c'est qu'ils misent sur les soft skills. Donc, les soft skills, c'est les attributs personnels. Donc c'est par exemple l'intégrité, l'empathie, la capacité à bien communiquer, la courtoisie, la responsabilité, les aptitudes sociales, une attitude positive au travail, le professionnalisme, la flexibilité et l'éthique du travail. Et ce qu'ils disent en fait, c'est qu'on peut apprendre des compétences techniques. On peut toujours, c'est assez facile en fait de se former pour des compétences techniques. Mais par contre, une personne qui a un savoir-être qui ne correspond pas à l'équipe ou qui ne va pas dans le sens de travailler en commun, ça va être beaucoup plus difficile de réussir à leur apprendre à être un bon collègue et à travailler de manière collective. Et que si on veut des équipes qui fonctionnent, il faut avoir ces savoir-être et donc recruter dès le début. Alors, comment on fait pour recruter des personnes avec ces soft skills ? Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent en avant sur les fiches de poste. Ils mettent, nous en France on a tendance à mettre la formation, le parcours, le diplôme. Eux vraiment ils mettent en avant, évidemment il faut quand même qu'il y ait des qualifications, un minimum, mais ils mettent en avant ces soft skills et ils posent des questions dans les entretiens pour vraiment évaluer la personnalité, le mode de communication, les valeurs des candidats. Donc racontez-nous une expérience de conflit avec un collègue, racontez-nous comment vous établissez des relations professionnelles au sein de votre organisation. Que feriez-vous si vous observez un autre collègue être malpoli avec un patient ? Et donc, en faisant ce focus, ils essaient de recruter des gens qui vont bien s'intégrer dans l'équipe et qui du coup vont avoir cette dynamique qui est favorable à la fidélisation. Et puis alors, une autre chose qu'ils font pendant ces processus de recrutement, c'est qu'ils demandent l'avis aux collègues tout du long avant de titulariser, de recruter quelqu'un et de le titulariser. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire c'est l'équipe qui va travailler avec cette personne, donc c'est à eux de dire s'ils veulent travailler avec eux. Et là, même pour les médecins, cet exemple-là, c'est pour les médecins. Pour que le médecin accède à un poste permanent, ils font une évaluation 360 avec les aides-soignants, les infirmiers, les autres médecins, et ils demandent à tout le monde, est-ce que vous voulez que cette personne travaille avec vous pour les 30 prochaines années ? Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'en fait, c'est possible. En tant que moi, j'ai une ancienne DRH, tout de suite, on se dit, oh là là, mais quel type de personnes ils vont vouloir recruter, etc. Mais en fait, c'est les équipes ils travaillent ensemble tous les jours, ils doivent compter les uns sur les autres, ils vivent des choses difficiles. Et on peut très bien imaginer leur demander leur avis sur les recrutements et leur permettre de choisir leur coéquipier. Donc voilà, donc ça c'était sur la partie recrutement. Après, il y a la partie développement des compétences tout au long de sa vie. En fait, je me rends compte,
J'ai changé des choses dans ma présentation, mais du coup, ça marche un peu moins bien. Un des éléments importants pour fidéliser des professionnels, c'est de leur donner des pistes d'évolution et qu'ils n'aient pas l'impression de plus rien apprendre et d'être coincés dans un job où du coup ça va être tout le temps la même chose pendant les 40 prochaines années. Et donc au NHS, donc c'est le système de santé au Royaume-Uni, ils ont des exemples de parcours pour rester en contact avec les professionnels tout au long de leur carrière. Donc déjà, le premier pilier, c'est d'accompagner les nouveaux entrants. Donc ça va être du mentorat, ça va être des moments en doublure, ça va être vraiment de prendre en compte, de préparer l'arrivée des nouveaux arrivants pour que tout soit prêt quand ils arrivent et qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils débarquent et que personne ne les attendait. Ensuite, ça va être de prendre en compte les besoins des professionnels en milieu de carrière, qui sont un peu les professionnels qu'on oublie, qui ont 30-40 ans, qui sont là depuis plusieurs années, qui sont dans le même service ou pas. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de les voir, d'ajuster aussi les organisations à leurs besoins spécifiques, parce que souvent, ça va être des personnes qui ont des familles, qui ont des contraintes, et du coup, de les voir, de voir s'ils ont envie d'évoluer, de voir s'ils ont besoin d'adaptation pour pas qu'ils perdent leur motivation au bout d'une dizaine d'années. Ensuite, l'autre élément, c'est les plus de 50 ans. Donc là aussi, voir quelles sont les évolutions souhaitées, voir qu'est-ce qu'ils ont envie pour leurs 10 prochaines années. Est-ce que ça va être des changements de service? Est-ce que ça va être des évolutions? Enfin, essayer vraiment d'aller à la rencontre des personnes. Et puis le dernier élément, c'est de s'intéresser aux raisons du départ. Et là, ils ont mis en place des entretiens de départ, en fait, avec une rencontre systématique entre la direction et les personnes qui partent pour leur demander pourquoi ils partent, en fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour les retenir, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, et avoir cet échange transparent et honnête sur pourquoi les personnes ont décidé de quitter l'organisation. Je ne sais pas, vous en faites dans vos organisations? Moi, j'en avais jamais fait des interviews de départ, mais je pense que ça doit être très instructif pour ceux qui en font, d'avoir ce temps d'échange avec des gens qui n'ont plus rien à perdre pour vous dire la vérité, parce que de toute façon, ils s'en vont. Donc, ils vont pas vous dire autre chose. Et puis, du coup, donc pour cette question de donner des perspectives d'évolution, ce groupe hospitalier en Angleterre, ils ont mis en place une Talent Academy, donc une académie des talents. Et en fait, ils ont vraiment structuré comment les personnes vont évoluer au sein de l'organisation. Peuvent, s'ils ont envie, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas envie, mais comment ils peuvent évoluer, c'est vraiment écrit. Donc, ils rentrent en tant que nurse cadette et auxiliaire. Ils peuvent rentrer en fonction de leur diplôme. Et puis après, c'est vraiment cette possibilité qui est écrite et qui est organisée d'évoluer jusqu'à devenir, en faisant des études. Donc, ils ont des partenariats avec des universités et des instituts de formation. Et donc, ils vont pouvoir, en fonction de leurs envies, ne pas rester toujours à la même place, mais vraiment avoir la possibilité de voir autre chose. Donc après, en fonction de vos structures, ça peut être compliqué de le faire juste en interne, mais ça peut être aussi des partenariats avec d'autres établissements, d'autres fonctions pour permettre cette évolution et que les personnes n'aient pas l'impression d'arriver en fait à un cul-de-sac dans une position qui va être la même tout au long de leur vie. Après, on peut voir ça sur des évolutions de niveau, mais ça peut être aussi sur des évolutions de fonction, peut-être. C'est à imaginer ce qui correspond le mieux à vos organisations. Mais cette idée de dire qu'on apprend tout au long de sa carrière et qu'on sait que l'institution croit en vous et va pouvoir vous donner la possibilité d'évoluer, c'est un élément qui est mis en avant par beaucoup d'établissements. Alors, il y a évidemment un gros nœud qui se retrouve partout, c'est rendre le temps de travail plus flexible. Là aussi, personne n'a trouvé de solution pour qu'il n'y ait pas besoin de personnel la nuit et le week-end. Donc, ça fait partie des contraintes. En revanche, il y a des établissements comme la Cleveland Clinic aux États-Unis qui essaient de réfléchir, puisque c'est quand même une demande forte des professionnels sur le terrain. Et donc, du coup, qu'on met en place des réflexions sur des possibilités d'être plus flexible sur la planification du temps de travail, en se disant qu'on ne va pas pouvoir trouver une solution qui va répondre aux besoins de toutes les personnes, puisque chaque personne a des conditions spécifiques.
Et du coup, donc voilà, je vous donne des exemples de nouveaux modes de planning qui sont expérimentés, des prises de poste échelonnées, donc voilà, en fonction des besoins des personnes, commencer à 9h, commencer à 11h, commencer voilà, à des postes qui répondent plus aux besoins, des durées de poste qui sont flexibles, avec la possibilité de dire qu'on fait des horaires plus courts, par exemple faire plus de jours où on travaille 6 heures au lieu de travailler 8 heures ou autre. Ce qui est un élément qui a été demandé par les équipes dans cet hôpital aux États-Unis, c'était de travailler en équipe qui ne change pas. Donc, en gros, ils planifient le même groupe de soignants sur 6 semaines. Et du coup, ils savent que pendant 6 semaines, ils vont travailler ensemble et ils vont vraiment pouvoir avoir un fonctionnement qui va être stable et clair, plutôt que de changer tous les jours de collègues et de ne pas pouvoir compter sur une organisation qu'on a mis en place. Donc là, c'est un hôpital, donc je pense que pour vous, c'est peut-être plus compliqué, mais du coup, ils font des postes d'infirmiers qui vont être répartis. Donc la même infirmière, elle pourra travailler 2 jours de la semaine aux urgences et puis 2 jours au SAMU ou 2 jours en salle de réveil. Et du coup, ça permet d'avoir un exercice qui est plus varié, puis peut-être aussi d'avoir des services qui vont avoir une intensité différente, où aux urgences, ça va être vraiment intense, et puis du coup, peut-être 2 jours par semaine, ils vont aller dans un service qui est où ils sont un peu plus à distance de cette intensité. Alors, une autre idée qui est intéressante, c'est des postes partagés entre 2 personnes à temps partiel. Si on a des gens qui veulent un 50%, de les mettre ensemble et que du coup, elles se répartissent les tâches pour assurer un temps plein. Et puis, du coup, varier les modes d'exercice, y compris le télétravail pour les soignants. Et je vais vous donner un exemple de comment ça peut fonctionner. Voilà, donc sur la question, la question du télétravail pour les soignants, ça nous pose question. En fait, la mairie d'Helsinki, donc en Finlande, a mis en place une approche hybride des soins à domicile. Du coup, donc ils ont une partie des soins à domicile qui sont faits en personne, bien évidemment, parce que ça, on ne pourra jamais l'éviter. Donc voilà, toute la partie aide à la personne, les soins, etc. Mais ils ont aussi mis en place des soins à distance. Qui du coup sont en particulier pour les personnes qui commencent à avoir besoin d'aide, mais bon, ça peut du coup les accompagner tout du long. Ils leur donnent du coup des tablettes qui permettent d'avoir des échanges quotidiens avec des infirmiers ou des aides-soignants, parce que du coup, selon les pays, la notion d'infirmier et aide-soignant, elle est plus ou moins floue, donc j'ai mis infirmier, mais ça peut être aide-soignant. Et du coup, donc, grâce à cette tablette, les personnes peuvent contacter directement un infirmier. L'infirmier peut les appeler pour leur demander comment ils vont, échanger un petit peu, prendre des nouvelles, faire un certain nombre de diagnostics, entre guillemets, s'assurer que tout fonctionne bien. Grâce à cette tablette, vous voyez là sur l'image, les personnes ont la possibilité de manger avec d'autres personnes, donc ils peuvent se connecter en même temps pendant qu'ils mangent et du coup discuter avec d'autres personnes âgées du quartier qui sont aussi tout seuls chez eux et du coup manger ensemble. Et puis du coup ils peuvent faire des activités physiques avec des petits exercices de gym, etc. Et des culturels, il y a même la possibilité de faire de la réadaptation. Et puis du coup, donc cette offre de soins à distance, elle est complétée par des capteurs qui vont être des capteurs anti-chute, des capteurs GPS pour si la personne sort de son domicile, et puis des distributeurs automatiques de médicaments. Ça, je ne l'ai pas beaucoup vu en France, mais je les vois de plus en plus si vous dites que ça existe. Ouais. Et du coup, voilà, dans le domicile des personnes, des machines qui vont distribuer les médicaments et puis faire un bip pour dire c'est le moment de les prendre. Et puis si au bout de 3 fois, la personne n'a toujours pas pris ses médicaments, l'intervention du coup d'une infirmière, soit via le mécanisme, soit quelqu'un qui passe en direct. Et du coup, donc pour l'aspect RH, donc ils ont créé un centre de télésoins avec des ordinateurs, des systèmes de visio en fait, et les équipes tournent entre les soins en personne et ces soins virtuels. Et du coup, ça permet d'avoir des jours où on est sur la route à faire les tournées, et puis des jours où on est sur l'ordinateur à parler. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire l'ordinateur, donc du coup, ils n'y vont pas. Je pense que par contre, il n'y a personne qui fait que les soins virtuels, ou alors des personnes dans des situations spécifiques. Par exemple, une personne qui est enceinte, ça peut être le moment de la mettre sur les soins virtuels et du coup qu'elle continue à travailler, même si physiquement, elle n'est pas forcément possible.
Et voilà. Et du coup, voilà, ça peut pas être fait dans le centre de télésoins, mais en soi, ça peut aussi être fait à domicile. C'est télésoins, c'est cette aide, ce contact qui est fait tous les jours avec les personnes âgées. Donc, ça ouvre des pistes de réflexion, en fait. Tous ces objets connectés tous ces systèmes de monitoring, de surveillance, et puis le fait aussi de se dire qu'on peut prendre des nouvelles de quelqu'un. Il y a des gens, il n'y a pas besoin de leur faire des soins forcément, il y a juste besoin de contact humain, et du coup ça peut aussi être fait à distance. Voilà. Ensuite, un élément, je pense que c'est de décharger les professionnels des tâches répétitives et qui sont lourdes. Donc c'est vrai qu'on a il y a pas mal de tâches qui sont pas forcément avec une plus-value d'être faites par des humains et par des soignants. Et donc à Singapour, un gros groupe de soins essaie d'augmenter la satisfaction au travail en automatisant des tâches manuelles et en rationalisant d'autres. Et du coup, ils ont vraiment discuté avec le personnel. On a ce type de robot ou ce type d'automate. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire faire? Qu'est-ce que ça vous enlève? Qu'est-ce que ça implique sur vos fonctions? Et puis du coup réfléchir à les repositionner si la personne qui faisait de la manutention, par exemple, j'ai vu un exemple de robot qui emmène le linge de la buanderie aux chambres de l'EHPAD. Du coup, la personne qui faisait ça, il faut voir un peu ce qu'elle a envie de faire d'autre et ce qu'elle peut faire d'autre au sein de l'organisation. Du coup, par exemple, au Changi General Hospital, ils ont 9 robots pour 100 professionnels. Et ça va de tout type de robots, des robots chirurgicaux, des robots qui font les livraisons, des robots qui font la maintenance et le nettoyage, des robots qui font la réhabilitation, même des robots qui aident à manipuler des patients. Et puis du coup, ils ont aussi beaucoup de ces capteurs de suivi à domicile et de téléconsultation. Donc c'est une piste que, vu la raréfaction de la main-d'œuvre, peut être intéressante. Alors je vous ai prévenu, on va très vite sur plein de thèmes différents. Alors, un autre élément pour essayer de fidéliser les professionnels de santé et les soignants, c'est de prendre soin d'eux. Et donc, cet hôpital à Baltimore a créé une culture de la santé et du bien-être, avec vraiment cette notion d'être en bonne santé à Johns Hopkins, avec l'objectif que les professionnels soient en meilleure santé à la fin de leur journée de travail qu'au début. Donc ils ont tout un vaste panel de solutions qui va être des accès à des activités physiques. Ils ont des médecins généralistes qui ont des consultations ouvertes pour les professionnels qui viennent un peu sans rendez-vous comme ça, y compris sur des horaires atypiques, parce qu'on voit bien que les professionnels du soin sont souvent les moins bien soignés par rapport à la population. Et donc il y a cette possibilité-là qui est offerte. Et puis ils ont cette initiative qui s'appelle prendre soin des soignants. Et en fait, c'est tout autour de la notion de seconde victime, les professionnels qui sont confrontés à des événements traumatisants comme des décès inattendus, des erreurs médicales, des personnes qui sont transférées en soins intensifs sans que ce soit prévu. Et du coup, de vraiment prendre en compte ces traumatismes professionnels et avoir une sorte de CUMP interne qui peut venir intervenir, qui permet à des pairs de venir intervenir dans les services pour offrir un soutien, des premiers soins psychologiques et un soutien émotionnel. Et donc, c'est un soutien sans jugement par des collègues pour donner la place à ces moments qui sont compliqués et qui alimentent tous les problèmes de burn-out et puis de mal-être au travail. Un autre élément, du coup, c'est l'utilisation des nouvelles approches d'innovation centrées sur l'humain. Donc, je ne sais pas est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du design de service ou du design organisationnel? Non, pas trop. Alors, du coup, ça n'a pas vraiment de lien avec le design quand on pense les chaises design ou autre. C'est vraiment l'idée de repenser la manière dont on mène des projets, en fait.
Et au lieu d'avoir cette approche descendante où la direction va avoir une idée de comment on pourrait résoudre un problème et de le faire descendre aux équipes, et puis de passer 1 an à travailler sur un super projet qui va mettre 6 mois à se faire, et puis qu'on se rend compte au bout de 14 mois que personne n'adopte la solution qu'on a trouvée, et puis ça tombe aux oubliettes. Là, l'idée, c'est de partir en fait des besoins du terrain, donc de commencer par étudier, aller à l'écoute des professionnels, à l'écoute des usagers, pour vraiment faire des interviews avec eux, comprendre leur situation. Puis du coup, de se mettre tous ensemble et de définir le problème, donc de savoir vraiment à quoi on s'adresse, parce que parfois, vu notamment de la direction, on a l'impression que c'est un élément qui bloque, et puis en fait, on se met sur le terrain et on se rend compte que c'est pas ça dont les professionnels ou dont les usagers avaient besoin. Ensuite, du coup, on met en place une solution et après, on la prototype. Donc, au lieu de se dire, on va directement investir dans une nouvelle app à 100 000 €, on teste d'abord avec WhatsApp. Enfin, voilà, je donne un exemple comme ça, mais ça peut être de faire des petits prototypes faciles, de se dire, on teste pendant 1 semaine cette nouvelle idée, voir comment ça fonctionne. Si ça marche pas, c'est pas grave, on ajuste, on essaye autre chose. Et puis, du coup, seulement après, on développe et on met en place à plus grande échelle. Et donc, voilà, aux États-Unis, c'est une approche qui se développe beaucoup. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça part vraiment des besoins des usagers. Ça va un peu dans toute cette dynamique des hackathons, enfin voilà, de tous ces trucs où de toute cette dynamique où on demande leur avis aux équipes sur les problèmes qu'ils rencontrent et sur comment on pourrait les résoudre. Et du coup, ça commence à se développer aussi en France avec pas mal d'entreprises de conseils en organisation qui mettent ce type de structure en place. Voilà. Ensuite, alors rapidement, donc un élément aussi qui est très important, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc on a parlé de la question des plannings et de la flexibilité, et là du coup je vais vous montrer un petit clip d'un accueil de jour au Japon pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Et puis du coup je vous dirai ce qu'ils font en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle. 株式会社青木屋代表取締役の加藤忠介です。青木屋は利用者の多くの方たちがほとんどの方は認知症ですが、見ての通りどこにも壁はなく、もうすぐ隣は隣の家という作りになっています。ですが、どの事業所も鍵は開きっぱなしですけれども、高齢者がどこかに行ってしまって認知症の方が行方不明になるようなことはありません。中は地域の方が普通に通り抜けていきますし、地域の子どもたちの遊び場にもなっているような事業所です。その困っている高齢者を、例えばデイサービスなどでありがちですが、ここに7時間座っててくださいと、自分が痛くない場所に7時間座っててくださいと言ったら、それは誰でも帰りたくなります。でそれに対して帰りたいというと、高齢者は帰宅願望だと言われ、歩き始めると徘徊だと言っています。しかし高齢者はそれに対する正しい反応をしているだけです。ですので、我々はその困らない状況を作ることがケアだと考えています。アウケアで、認知症のケアをするにあたって一番大事にしているのは2つです。1つはデザインと1つはケアの手法です。1つ目のデザインに関しては、簡単な話です。日本人の多くは多分病院に誰か飲み前に行ったら15分で帰りたくなります。それは病院の中の視床情報といって目から入ってくる情動刺激が冷たいからです。プラスチックのテーブルに白い床、白い壁、情報というのは脳にとっては心地の悪い情報になります。ですのでどの事業所もそうですが、必ず床は無垢の板を使い、パッと見た瞬間に 70% 以上で、自然素材が目に入るように場所を作るように意識しています。それによってよく F 分の1の揺らぎと言いますが、人間がリラックスした状況でいられますので、常に不安に襲われたりとか帰りたくなるような環境を作らない。簡単に言うと、私がいたい場所をちゃんと作って提供するということを意識しています。もう一つはケアですが、できないことを、例えば日本で折り紙や塗り絵を
ずっとやらせるような事業所もありますが、多くの人はそれをやらされたら嫌がるはずです。ですがそれは福祉の発想で、かわいそうだからやらせてあげてるですよね。そうではなく、自分が得意だったことや好きなこと、趣味、そういうことをちゃんとこちらが把握した上で、お願いする形で教えてくださいという態度で、高齢者に接すると、お年寄りは困らず我々にいろんなことを教えてくれます。ですので、お年寄りが誰も困ってない状況になると、認知症はただの高齢者になります。ですから、お年寄りが全然認知症に見えないというのは困ってないからです。Bon, alors, du coup, il y a deux éléments qui sont intéressants dans cet exemple. Donc, c'est un accueil de jour qu'on aime beaucoup aller visiter quand on va au Japon. Bon, déjà, vous voyez, le lieu, c'est assez différent de ce qu'on imagine quand on dit accueil de jour Alzheimer. Le premier élément, je ne sais pas si vous avez remarqué, un enfant, il y a un moment, il y a un petit enfant. Et en fait, c'est l'un des enfants d'une des professionnelles. Et les professionnels ont le droit d'emmener leur enfant au travail. Parce que du coup, ça fait partie de la vie et ça va dans la logique intergénérationnelle qui est mise en place au sein de la structure. Et je pense que c'est un élément qui est attractif. Et du coup, comme c'est un espace fermé, du coup, les personnes âgées s'occupent aussi des enfants pendant que les professionnels s'occupent d'eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à considérer comme possible en France, mais en fait, pourquoi pas. Je trouve que c'est un exemple qui nous fait nous questionner des choses qui nous semblent strictement impossibles et où en fait, peut-être que ça serait possible. Et le deuxième élément, c'est le fait aussi que quand les environnements de soins sont chaleureux comme cette structure, ça contribue aussi à la qualité de vie au travail des professionnels. Et que si les personnes âgées se sentent bien, sont dans la ville, donc cette structure, elle est ouverte sur la communauté. Les enfants du quartier peuvent venir faire leurs devoirs. Il y a des espaces qui sont réservés. Il y a une cafétéria qui est aussi ouverte aux personnes qui travaillent dans les bureaux à côté, qui peuvent venir déjeuner. Il y a vraiment des échanges, des allers-retours entre les professionnels, les personnes âgées et l'environnement. Et donc de telles structures sont aussi attractives pour les équipes. Voilà. Et du coup, donc j'ai été plus vite que prévu. Je voulais donc rajouter un élément. Donc tous ces différents exemples, en fait, ils s'inscrivent dans des différents modèles qui ont été mis en place dans des pays pour attirer et fidéliser les professionnels. Donc on a par exemple l'exemple des hôpitaux magnétiques, Magnet Hospitals aux États-Unis. C'est un modèle qui a été créé par l'Association nationale des infirmiers américains. Donc c'est vraiment ciblé sur les soignants, pas sur les médecins, c'est vraiment sur les infirmiers, avec l'idée de se dire, il y a des établissements qui arrivent à attirer et fidéliser des professionnels. Qu'est-ce qu'ils font de différent des autres pour que ça fonctionne ? Et donc, ils ont été étudiés dans les années 80, tous ces hôpitaux qui avaient plus de succès dans l'attraction et la fidélisation, et ils ont été voir ce qu'ils font. Et du coup, donc, ils ont créé un modèle de certification pour labelliser les hôpitaux qui ont des pratiques positives vis-à-vis des infirmiers. Il y a 5 piliers dans ce modèle de certification et vous voyez qu'il n'y en a aucun qui parle de ce que nous, on met dans la qualité de vie au travail finalement habituellement, la partie locaux, etc. Eux, ils sont vraiment sur l'organisation de l'établissement. Donc ça va être déjà le premier pilier d'avoir des leaders qui sont visibles, qui sont accessibles, qui ont une vision claire et partagée et qui du coup vont réussir à se connecter avec leurs équipes et à leur montrer, à partager avec eux où ils vont et comment ils y vont. L'autre élément, c'est que les professionnels puissent avoir une capacité décisionnelle, donc qu'ils ne subissent pas leur environnement de travail, mais qu'ils aient cette capacité à prendre des décisions. Donc voilà, ça peut passer par des conseils infirmiers qui ont des vrais pouvoirs de décision, qui ne sont pas seulement des instances qui font un peu perdre du temps à tout le monde.
Il y a la valorisation de l'interdisciplinarité. Donc en gros, la valorisation de l'interdisciplinarité, c'est une manière de dire qu'il faut que les médecins écoutent ce que les équipes ont à dire et que ce n'est pas les médecins qui décident de tout, mais que chaque corps de métier a aussi beaucoup de choses à apporter dans les soins aux patients. Et puis du coup la possibilité d'accéder au développement professionnel, donc c'est ce qu'on voyait avec ces Talent Academy, cette possibilité du coup d'évoluer. Un élément qui est très important, c'est qu'ils mettent dans ces hôpitaux attractifs et qui fidélisent les professionnels le fait d'avoir des pratiques professionnelles exemplaires et du coup des résultats cliniques pour les patients qui vont être de très bonne qualité. Et ça, c'est un élément central dans ce modèle-là, c'est de dire des soignants, ils sont là pour soigner, ils sont là pour bien soigner, et que si on réussit à mettre en place un environnement où ils vont pouvoir mettre en place des soins de qualité, des soins centrés sur les patients, où ils peuvent exercer tout le panel de leurs compétences et avoir des pratiques qui sont basées sur la recherche et qui répondent aux standards, etc., ils vont pouvoir avoir plus d'intérêt à rester dans cette structure. Et puis le dernier élément qui est en lien avec ce que je vous disais sur les approches par le design, là, c'est la capacité donnée aux infirmiers d'améliorer ou de redesigner les soins et les organisations, d'innover et d'être acteurs. Donc vraiment cette capacité à pouvoir avoir un impact sur son environnement de travail. Voilà, et ça fait écho un peu à une étude que j'avais vue sur le burn-out, où du coup, c'était notamment là des médecins qui étaient interviewés, mais je pense que ça marche pour tout le monde. Sur 14 000 médecins interrogés, les 4 préoccupations majeures et sources d'épuisement professionnel, c'était d'une part le poids des tâches bureaucratiques, le nombre d'heures disproportionnées passées au travail, bon là c'est plus pour les médecins, le sentiment de n'être qu'un pion sans autonomie, et puis l'informatisation accrue de la pratique. Là, il disait que les médecins passent la moitié de leur journée de travail à remplir le dossier patient et seulement 27% à être en contact direct avec les patients. Ça vous intéresse que je développe ça Donc du coup, c'est la même étude, donc l'Association des médecins américains, ils ont développé des pistes en fait pour améliorer, pour lutter contre le burn-out des équipes. Déjà, la première, c'était d'améliorer le sentiment de contrôle ou de réduire le sentiment de chaos. Donc de fournir des options de planification flexibles, d'externaliser les tâches fastidieuses, de mettre en place des programmes d'échange de jours de travail pour que ça permette de mieux répondre aux besoins de chacun. D'améliorer l'esprit d'équipe. Bon, du coup, ça fait écho à tous les exemples que j'ai mis, d'améliorer l'esprit d'équipe et le travail d'équipe, de renforcer la confiance au sein du collectif de travail et le respect, de reconnaître les réalisations des professionnels. Et puis du coup, fournir aux équipes un mécanisme leur permettant de faire remonter des commentaires en continu et de se recentrer sur les soins au quotidien. Donc voilà, si ça intéresse certains d'entre vous, c'est toute une étude qui a été mise en place aux États-Unis. Voilà, et puis voilà, la dernière chose, c'était un tour du monde extrêmement rapide d'exemples de bonnes pratiques qu'on a découvertes pendant nos voyages d'études. On organise ces voyages avec certaines des fédérations des soins à domicile, et notamment en mars prochain, on va aller à Singapour, du coup, découvrir l'organisation des soins à domicile dans une société qui vieillit beaucoup et très rapidement. Voilà pour moi, c'était assez rapide. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que ça fait écho à ce que vous vivez? Est-ce que vous avez déjà mis en place certains éléments dans vos structures? Bonjour. Par rapport à ce que vous avez montré sur Singapour, nous aussi en Aquitaine, on a le village Alzheimer qui ressemblerait étrangement à ce qui se passe, à ce qui est développé sur Singapour. Et je pense que ça, on a copié sur la Hollande, mais ça rencontre quand même un franc succès actuellement. Voilà.
Effectivement, le village Alzheimer, on visite souvent le village aux Pays-Bas. Moi, j'habite à Amsterdam, donc j'y vais assez souvent. Et c'est vrai que eux aussi, ils ont un petit peu des problèmes de recrutement, hein, mais ça répond beaucoup quand même à la manière dont les professionnels veulent travailler, se travailler dans des petites maisonnées. C'est vraiment un modèle qui est très intéressant. Je n'ai pas été encore à Dax, mais j'aimerais bien. Ça vaut le coup, ça doit valoir le coup. Ah bah oui, le gérant de Topol, ouais. Non, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. J'espère que voilà, ça vous a intéressé. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, remarques? Bon, n'hésitez pas en tout cas. Si vous avez, j'ai pas mis mon mail, mais bon, vous pouvez me trouver. J'ai pas mis mon nom non plus. Je suis sur le programme. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn si vous avez des questions ou autres, ou des bonnes pratiques à nous envoyer. Ça m'intéresse toujours aussi d'apprendre sur les autres, les choses qui sont mises en place en France et ailleurs. Merci beaucoup. Bonne journée.